Même si ma famille était là pour moi, moi je m'excluais. Ils essayaient, mais moi je les repoussais. En tout cas, il y a des crises, la crise d'ado est à peu près normale. Il y a des signaux auxquels il faut faire attention. Ça finit souvent par je ne sais plus quoi faire. La chose que j'ai fait qui m'a choquée moi-même, c'est avoir poussé, mais très fort, ma mère. Tout ce que vont dire et faire les parents, ça va être nul. J'ai réussi à aller mieux quand même grâce à ma mère, même si je lui avouerai jamais. Psst, avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast. Bon, aujourd'hui, on va parler de la crise d'adolescence. L'adolescence, c'est une période aussi fascinante que déroutante quand on est parent. Du jour au lendemain, on a parfois l'impression de ne plus reconnaître son enfant. Il s'énerve plus vite, se referme, remet tout en question et la communication devient plus compliquée. Alors, est-ce normal ? Est-ce que toutes les crises d'ado sont vraiment des crises ? Et surtout, comment réagir en tant que parent sans braquer son enfant ni perdre le lien ? Aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête et dans le cœur des ados et surtout vous donner des clés concrètes pour mieux les accompagner dans ces moments parfois difficiles. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Sarah et Anne-Claire. Sarah, tu as 17 ans, tu es élève en terminale à Sucy-en-Brie. Je te remercie d'être venue avec nous pour témoigner de ta crise d'adolescence ou de ta non-crise d'adolescence. De rien. Anne-Claire, bonjour. Tu es thérapeute familiale et coach pour enfants et adolescents depuis presque 15 ans. Tu as cofondé I Am Strong, qui est la première plateforme d'accompagnement dédiée au bien-être et à la santé mentale des jeunes et de leur famille. Oui. Alors, je vais te poser quelques questions. Tu vas répondre sans réfléchir, oui ou non, et on est parti. Est-ce que la crise d'ado est une réaction au comportement des parents ? Non. Non. Les parents ont-ils toujours le dernier mot ? Non. Oui. Est-ce qu'un ado peut se sentir seul, même dans une famille présente ? Oui. Oui. Privé de téléphone, est-ce une bonne punition ? Piège. Oui. Non. C'est normal de ne plus supporter ses parents à l'adolescence ? Oui. Oui. Merci. Alors, Anne-Claire, je viens de te présenter, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Anne-Claire. Effectivement, j'ai fait des études de psychologie, une maîtrise de psychologie clinique. Après, j'ai poursuivi mes études de psychologie. J'ai eu un diplôme universitaire sur l'attachement. Après, j'ai fait une école de coaching certifiante, effectivement, avec une spécialisation en coaching scolaire. J'ai travaillé pendant assez longtemps dans un cabinet qui était spécialisé dans les troubles du spectre autistique, précisément. Donc, j'accompagnais des enfants et des adolescents qui étaient diagnostiqués avec un TSA. Et j'ai été aussi enseignante. C'était une expérience très riche, très formatrice, enseignante dans des écoles en banlieue parisienne. Et avant de me consacrer, donc maintenant depuis 4 ans, au développement d'I Am Strong, qui est donc, comme tu le disais, une plateforme d'accompagnement dédiée aux jeunes et aux familles au sens plus large. Merci. Alors, on va commencer par la question qu'on se pose toutes et tous. Qu'est-ce qu'une crise d'ado ? Alors, qu'est-ce qu'une crise d'ado ? Effectivement, c'est une question quand même qui revient beaucoup. Déjà, c'est pas du tout un terme nouveau, hein. C'est quelque chose qui a toujours existé. Je crois que crise d'adolescence, c'est un terme qui vient, ça fait plus d'un siècle que ça a été théorisé par un psychologue américain qui parlait d'une période de storm and stress. Donc, c'est vraiment, voilà, ça veut tout dire, c'est-à-dire vraiment une période de tension et de bouleversement. Crise d'adolescence, donc ça renvoie effectivement à ce passage quand même entre l'enfance et l'âge adulte, où il se passe quand même quelque chose, enfin, on le voit, ne serait-ce que physiquement, il y a quand même un bouleversement qui s'opère à l'adolescence, à la fois physique, à la fois cérébral, à la fois psychologique. Donc, c'est tous ces transformations physiques qui vont donner lieu forcément, nécessairement, à un bouleversement et à des crises, à des moments de frottement et à des crises, quoi. C'est ça la crise d'adolescence. Mais alors, est-ce que tous les jeunes passent par cette crise d'adolescence ? Je pense que tous les jeunes ne passent pas par la crise adolescente, non. C'est pas obligatoire. Et l'adolescence, oui, ça c'est sûr. La puberté, oui. Enfin voilà, ces transformations, oui, qui vont de toute façon déstabiliser, faire bouger notre manière de communiquer, les liens familiaux. Il y a plein de choses qui vont se passer. Mais en revanche, ce qu'on appelle crise d'adolescence, qui est quand même un peu un terme un peu péjoratif entre guillemets, qui renvoie quand même à quelque chose un peu spectaculaire, tonitruant, etc. Tous les jeunes ne passent pas par là, non. D'accord. Alors, Sarah, j'en viens à toi. Est-ce que tu considères que tu as fait, ou que tu fais d'ailleurs, une crise d'adolescence ? Moi, je pense que j'ai fait une crise d'adolescence, pas aussi dure que d'autres personnes, mais j'ai vu moi-même le changement. Je m'énerve plus, je suis beaucoup plus braquée. Genre, c'est compliqué. Elle est arrivée à quel âge, cette crise d'adolescence ? Je pense 14 ans, moi. Tu as une idée de l'élément déclencheur ? Est-ce que tu vois quelque chose qui l'aurait déclenché ? Ou c'est venu un peu progressivement ? Moi, personnellement, c'est à cause du collège, je sais. J'ai beaucoup été rejetée et du coup,
bah, je me suis exclue moi-même et même à la maison, du coup, même si ma famille était là pour moi, moi je m'excluais. Du coup, bah, ça a tout changé. Ça a changé tout et j'ai eu plein de petits soucis après. Donc, je sais que c'est là. Donc, c'est pas tes parents l'origine de ta crise d'adolescence. Non, C'était plutôt un mal-être à l'école. oui, C'est un ça, très tu grand manges ça. mal-être. D'accord, donc tu étais en troisième. Ouais, c'est ça. D'accord. Et est-ce que tes parents, comment ils ont réagi quand ils ont vu ces bouleversements? Est-ce que tu t'as senti qu'ils étaient présents pour toi? Ils essayaient, mais moi je les repoussais. Même encore aujourd'hui, je les repousse parce que j'ai du mal maintenant, moi, la relation avec mes parents. Je sais qu'elle s'est dégradée. Aussi, il n'y a pas que la crise d'adolescence, mais du coup, j'ai eu beaucoup de mal. Tu penses qu'ils ont fait des erreurs dans la façon dont ils ont réagi avec toi? Oui, certaines fois, oui. Il y Est-ce a- que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, moi, par exemple, j'ai une grande sœur et du coup, bah, je suis beaucoup comparée à elle, alors que quand justement j'étais à l'école, bah, je devais pas me comparer aux autres et dire ouais, mais moi j'étais mieux que ça. Mais par contre, contre ma sœur, c'était ah ouais, mais ta sœur elle fait ça à la maison, elle fait ça. Du coup, je me sentais un petit peu nulle, donc je me suis beaucoup dégradée toute seule. Alors, Anne-Claire, ça m'évoque une question pour toi. Euh, Est-ce que cette crise, on voit que chez Sarah, c'est plutôt un contexte scolaire qui l'a déclenché. Est-ce qu'il y a il y a des déclencheurs un peu récurrents? Est-ce qu'on retrouve des choses chez les enfants ou est-ce que ça peut être très varié et c'est vraiment très personnel selon les En jeunes? tout cas, par rapport à ce que dit Sarah, déjà, l'âge, ça m'étonne pas. Je pense que 14-15 ans, en tout cas, c'est un peu le pic du dur, quoi. C'est un peu le pic des difficultés. Nous, c'est la majorité des jeunes qu'on accompagne. Ils ont entre 14 et 15 ans. Ils seront voilà, en quatrième, troisième. C'est vraiment là que les difficultés sont un peu au climax. Donc ça m'étonne pas. Après, après, la crise, elle peut être tout simplement être générée tout simplement par les bouleversements qui se passent en interne, quoi. Tout simplement, le fait qu'il y ait voilà, c'est le bouleversement, cette puberté, tout simplement, avec cette modification, cette transformation hormonale qui est décuplée, ce corps qui change. Il y a des ados enfin, tout le monde grandit et grossit à cette période-là de manière un peu spectaculaire. Il y en a, ça l'est particulièrement. Ça peut donner lieu à des complexes, ça peut donner lieu à un certain mal-être qui va du coup générer la crise. Voilà, quand même, la puberté et ce qui se passe physiquement déjà intrinsèquement, enfin voilà, hein, peut générer cette crise. D'accord. Et même voilà, ce qui se passe au niveau neuronal, dans le cerveau. On dit à l'adolescence, il y a un accroissement du niveau de dopamine, ce qui fait qui explique le fait que les adolescents sont plus en recherche de sensations fortes. Et donc, ils vont être plus en quête voilà, voilà, et plus à risque, ils vont plus se mettre dans des situations à risque. Donc, des comportements qui sont voilà, un peu plus comme ça, de crise. Ouais. Voilà, donc ça s'explique en tout cas tout simplement par aussi le passage, la transformation physique, quoi. Ok, donc c'est plutôt, c'est finalement pas tant les parents qui vont être la genèse de ça que les bouleversements Ouais. intrinsèques. Ouais. Et après, souvent, en revanche, les premiers, le premier punching ball, les premiers cobayes, les premiers qui vont être victimes de cette crise, effectivement, c'est les parents, parce que c'est nos premiers liens d'attachement, nos premiers interlocuteurs, et c'est souvent eux qui vont prendre en premier, quoi. Parce qu'en plus de ça, on sait que les parents, ils sont infaillibles, qui nous aimons toujours, et donc c'est souvent sur eux qu'on va taper en premier, et que les adolescents vont se défouler en premier. Ouais. Sarah, Anne-Claire parlait un petit peu de comportement peut-être à risque. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu dans ta crise d'adolescence? Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites où tu dis waouh, c'était violent ce que j'ai fait ou Moi, je pense que la chose que j'ai fait qui m'a choquée moi-même, c'est avoir poussé, mais très fort, ma mère, une fois, parce que on s'était énervés toutes les deux, et il y avait ma sœur aussi, et encore j'étais comparée. Du coup, mon seul réflexe, vu qu'elle me barrait la route, c'était de la pousser, et je sais que je lui avais fait très mal. Et aussi, une fois, j'avais failli la taper. Et heureusement, je ne l'ai pas fait parce que je m'en serais beaucoup voulu. Ouais. Mais ouais, des fois, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Et c'est que après que tu réalises et tu te reconnais pas. Mais alors du coup, est-ce que tu vois un petit peu ce que dit Anne-Claire sur le côté? C'est tes parents, un peu tes souffres-douleurs. C'est plus facile d'aller s'énerver contre ses parents que Oui. contre ses copains de classe? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je sais que j'ai jamais fait subir à mes amis ni à mes amoureux quand j'en ai eu.
mais beaucoup les parents et surtout ma mère, vu que c'est celle avec qui j'ai quand même le plus d'affinité. Il y a un lien plus fort qu'avec mon père. Donc mon père, je le mets sur le côté, on va dire, sur la crise parce que je lui parlais presque pas. Et Du ça coup, n'a pas changé ta relation avec ton père, finalement. Non, mon père, je l'ai mis un peu à l'écart, je sais pas. Je sais pas si c'est l'adolescence, mais en tout cas, Donc, quelque part, c'était quasiment une preuve d'amour pour ta mère que oui, tu lui donnes le meilleur de ta crise d'ado. oui, En tout cas, c'est un c'est la peu ça. personne effectivement la plus proche de toi qui a Oui, pris, quoi. oui, qui a subi le plus, mais maintenant, C'est normal. justement, j'essaye de me calmer avant de faire ou de dire les choses. Je réfléchis plusieurs fois et me dire, attention, c'est quand même ta mère, elle est là pour toi, elle est pas contre toi. Ouais. Parce que là, donc, tu as 17 ans, tu nous dis que ta crise d'adolescent, elle a commencé quand tu avais 14 ans, donc ça fait déjà 3 ans. Est-ce que tu as vécu un peu des phases? Est-ce que tu vois, ça a été un peu, ça a évolué dans le temps ou tu te sens toujours en colère Non, maintenant, je trouve que ça a diminué, mais ça faisait un peu les montagnes russes, ça a augmenté, ça a diminué, ça dépendait vraiment de plein de choses, que ce soit les cours, les amis et comment je me sens moi-même. C'est vraiment des pics qui viennent d'un coup, quoi. Ouais. Et est-ce que, Anne-Claire, il y a des façons, quand on est ado, de gérer cette crise d'adolescence? Parce que c'est peut-être pas facile de prendre du recul par rapport à ce qui nous arrive. Est-ce qu'il y a des conseils, peut-être plus à destination des Les ados? ados. En tout cas, je pense que c'est bien, tout simplement déjà de se documenter en tant qu'ado, en tout cas de se renseigner sur ce qui se passe. Enfin, je pense que si tous les adolescents savaient vraiment ce qui se passait dans leur corps et dans leur tête à ce moment-là, et que ce qu'ils traversaient, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils pensaient, qui parfois peut être un peu inquiétant, en fait, était totalement normal et que son voisin de classe, enfin, tous ses copains, tout le monde ressentait la même chose en fait, alors qu'on se sent un peu seul, mais en fait, tout le monde pense la même chose, tout le monde ressent la même chose, et tout le monde en même temps a ce même sentiment de solitude et des inquiétudes Ouais. et des peurs, etc. Donc, je pense que si tout le monde savait ça, déjà, ça rassurerait quand même et ça permettrait de passer cette phase avec plus de sérénité, quoi. Mais tu irais où pour te renseigner si tu étais ado? Il y a des contenus, je pense qu'il y a des super contenus, il y a des super comptes. Moi, je pense, alors c'est peut-être un peu plus à l'ancienne, entre guillemets, un super livre qui s'appelle Le cerveau de nos ados de Daniel Siegel, par exemple, qui explique très très bien, qui est très très bien pour à la fois les parents et les ados, qui explique vraiment ce qui se passe Mm. à l'adolescence, tout simplement. Mais sinon, effectivement, voilà, de lire il y a sûrement des super comptes qui expliquent un peu mieux, ce qui se passe comme ça à l'adolescence. Alors moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu notes des différences entre les filles et les garçons sur cette crise d'ado? D'une façon générale, il y a des différences entre les filles et les garçons, bien sûr. Et effectivement, nous, il y a plus de vulnérabilité sur pas mal de choses, sur pas mal d'aspects pour les filles. Nous, on voit plus de filles en consultation. Les filles sont plus sujettes au stress, les filles sont plus sujettes à la pression scolaire, les filles sont plus perfectionnistes. Enfin, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on observe cliniquement, pour un tas de raisons multifactorielles, hein. Mais donc, les filles, peut-être nécessitent encore plus de soins et encore plus d'attention que les garçons, qui eux aussi et méritent effectivement d'attention. Mais en tout cas, effectivement, pour les filles, c'est une période encore plus de vulnérabilité à cette période. Alors, je rebondis sur ce que disait Sarah. Est-ce que les victimes parentales de la crise d'ado, c'est souvent plutôt les mamans? Ou Ça m'étonne pas du tout, en tout cas, ce que dit Sarah. Oui, effectivement, ça m'étonne pas. Bah, souvent, c'est comme on dit. Souvent, c'est la maman, c'est la personne dont on est le plus proche. Et donc, forcément, c'est elle qui va prendre en premier. Et en même temps, c'est tout à fait normal. Enfin, c'est-à-dire que de toute façon, à l'adolescence aussi, il y a cette transformation des liens d'attachement. Les liens d'attachement premiers, les figures d'attachement premiers quand on est enfant, c'est papa-maman, maman et papa-maman. Et ça va. De toute façon, il va y avoir une réaction tout à fait naturelle où ces liens vont se transformer, ces figures d'attachement vont se transformer, et ça va être les amis qui vont prendre la première place au détriment des parents, au détriment de la maman. Et donc, quand je dis au détriment, c'est même en réaction, en opposition. Enfin, ça va passer du coup par une opposition un peu nécessaire des parents. Donc, tout d'un coup, tout ce que vont dire et faire les parents, ça va être nul. Alors qu'avant, c'était tout le contraire. Mais c'est un passage obligé dont il ne faut pas trop s'offusquer et ça reviendra. Ok, bon, c'est plutôt rassurant. Et toi, Sarah, tu nous disais que ta crise, elle venait plutôt d'un sentiment de mal-être au sein de l'école. Est-ce que tu as réussi à trouver du coup des refuges? On parlait du fait que les amis deviennent très importants à cette époque-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Ou au contraire, comme tu avais cette sensation de mal-être, tu t'es vraiment mis en retrait de tout le monde?
Moi, je sais que j'ai réussi à aller mieux quand même grâce à mes amis, beaucoup à mes amis et aussi quand même beaucoup à ma mère, même si je lui avouerai jamais. Elle va l'entendre. Je sais, je lui avouerai quand même jamais en face. Mais je sais que ma maman, je sais qu'elle m'aide beaucoup et mes amis, quand ça va pas, je leur parle, quand ça va, je leur parle, quand j'ai besoin de sortir, je sors avec eux, enfin, je fais tout avec eux presque. Puis on grandit ensemble, on va dire, genre. C'est pas comme avec les parents. Les parents, tu peux pas grandir avec eux. Ils ont déjà vécu ce que toi, tu n'as pas vécu. Donc, je trouve que c'est un peu normal, du coup, d'être plus proche de ses amis des fois Ouais. que de ses parents. Et tu penses qu'ils t'ont aidé J'imagine que tu as des copines ou des copains qui ont vécu un petit peu aussi cette crise d'adolescence. Oui. C'est quelque chose dont vous avez parlé entre vous ou pas? Non, c'est pas assez fort, je pense, nos crises pour qu'on en ait parlé. Mais par exemple, avec ma sœur, oui, je peux en parler. J'en parle beaucoup. Même avec ma mère, on parle de ma sœur sur la crise qu'elles peuvent faire. C'est sûr. D'accord, donc plutôt ta sœur finalement pour parler Oui. de ces sujets qui sont peut-être, tu les perçois quoi, trop personnels peut-être? Non, c'est juste que les crises sont pas pareilles. Les crises sont beaucoup plus fortes au niveau de ma sœur que les miennes et même celles de mes amis. À part faire quelques bêtises, je fais rien de spécial, on va dire. Donc ça m'évoque une question. Est-ce qu'il y a des crises d'ado normales et des crises d'ado qui deviennent, je dis pas que c'est le cas de ta sœur, mais qui deviennent un peu pathologiques? Et en fait, à partir de quel moment il faut s'inquiéter en tant que parent sur une crise d'adolescent? Oui, je comprends. En tout cas, il y a des crises, enfin, la crise ado est à peu près normale. Ça, c'est sûr que d'une façon générale, dans la plupart des cas, c'est normal. Après, il y a des signaux, en tout cas, il y a des signaux auxquels il faut faire attention. En revanche, des signaux faibles auxquels il faut faire attention, de changement de comportement, où là, ça va devenir plutôt des signaux, voilà, pas très rigolos, pas très ordinaires, pas très, qui relèvent plus de la crise, mais qui relèvent d'un mal-être, en fait, de quelque chose qu'il va falloir, du coup, auquel il va falloir répondre, qu'il va falloir adresser. On part du principe quand même, c'est pour avoir un petit peu une idée, que effectivement, tout changement, c'est peut-être plutôt tout changement de comportement brutal et qui va s'inscrire dans la durée, c'est ça qui doit alerter quand même les parents. Si tout d'un coup, il y a un changement de comportement un peu soudain et qui va s'inscrire dans la durée, ça doit alerter. Si tout d'un coup, il y a un changement d'amis, si tout d'un coup, il y a une baisse dans les notes un peu spectaculaire, si tout d'un coup, il y a une prise de poids ou une perte de poids, enfin, s'il y a un changement comme ça qui nous est pas habituel, enfin, qui interpelle en tant que parent, il faut un petit peu le regarder. S'il y a un cumul comme ça de ces signaux, c'est aussi un indicateur. Et si c'est très intense, c'est un indicateur. Enfin voilà, et plus c'est tôt, plus c'est un indicateur aussi. Plus c'est tôt dans l'âge. Donc voilà, oui, effectivement, il y a des signaux. Il y a des signaux faibles auxquels il faut faire attention. Passer le descriptif un peu classique de la crise d'adolescence, effectivement. Donc le poids, les notes, Ouais, nous, le on a refus de sortie. un acronyme qu'on a défini, qu'on a théorisé avec I Am Song, c'est SACAPUNI. Donc, S pour sommeil, s'il y a des troubles du sommeil importants. A pour absence d'amis. Voilà, absence d'amis. C pour comportement, s'il y a un changement de comportement un peu spécial, un peu qui interpelle. A à nouveau comme absence scolaire ou refus d'aller à l'école. D'accord. C, non, P. P, pardon. P comme poids, perte ou prise de poids. U comme usage de substances, etc. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui doit interpeller. N comme note, s'il y a une baisse dans les notes, voilà, notamment une baisse spectaculaire dans les notes. Et I comme idée noire, si notre enfant tient des propos avec des idées noires. Donc voilà, SACAPUNI, c'est notre petit Donc acronyme. là, s'il y en a un ou plusieurs sur lesquels S'il y on en a coche un les ou cases. plusieurs, et donc c'est des signaux qu'il va falloir regarder justement selon certains critères quand même. S'il y a le cumul de ces symptômes, s'il y a la précocité, c'est-à-dire que plus c'est tôt, s'il y a l'intensité, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre avoir été alcoolisé une fois en soirée et faire un coma éthylique, voilà l'intensité, et si ça se répète dans le temps, si ça dure. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est parent et qu'on a un ou deux ou trois critères de SACAPUNI qui, on se dit, oulala, attention, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que je fais moi en tant que maman? Il faut pas avoir peur quand même et il faut quand même en parler.
Il faut pas faire l'autruche et il faut quand même en parler. Il faut quand même déjà tout simplement essayer naturellement d'aller en parler à l'enfant parce il y a des ados qui parlent. Hein. Il y a pas, tous ne sont pas dans le cliché de replier sur soi et de pas vouloir. Il y en a plein, hein, qui aiment pas trop parler comme ça en frontal. Il y en a qui sont très bavards au contraire. Donc, allez quand même essayer de recueillir les informations, en parler. Et il y en a qui vont volontiers se confier et volontiers se faire aider. Donc, ça va être assez naturel. Donc, il faut quand même essayer cette option-là, premièrement. Après, si on a un enfant qui refuse de parler, avec qui la communication est plus compliquée, on peut faire appel à enfin, en tout cas, une option, ça peut être d'aller faire appel à un tiers, effectivement, soit dans la famille, un cousin, une tante, ou quelqu'un avec qui l'enfant a un bon contact et qui va pouvoir nous donner son avis aussi, nous donner son regard, avoir forcément un regard un peu plus objectif sur notre enfant et peut-être voilà, aller un peu à la pêche aux infos avec moins d'affect d'ailleurs. Donc souvent, ça sera voilà, encore une fois un peu plus objectif et qui va pouvoir parler un peu à l'ado, faire ce travail-là. Se renseigner aussi, je trouve, auprès de l'école pour voir qu'est-ce que pensent les professeurs. Est-ce qu'eux aussi, ils ont remarqué quelque chose pour voir si c'est généralisé à tous les contextes de vie ou dans les activités extrascolaires. Voilà, s'il y a un prof, s'il fait du sport, un prof de sport, un prof de tennis, un prof de guitare, enfin, je sais pas, demander son avis aussi pour voir s'ils ont remarqué quelque chose. Voilà, faire un petit screening comme ça de l'environnement de l'enfant. Et si besoin, voilà, évidemment, de lui proposer un accompagnement et de ne pas lâcher, parce que peut-être que la première fois, ils vont recevoir un refus. Mais voilà, recommencer, ne pas lâcher, en parler en tout cas, voilà, ouvrir le dialogue par rapport à ça, c'est important. Donc il n'y a pas de problème en tant que parent à être un peu insistant sur le sujet. Oui, sans évidemment, en tout cas essayer, sans braquer, sans oppresser. C'est tout un équilibre, c'est clair. C'est pas facile parce qu'on peut avoir tendance effectivement à oppresser. Les ados peuvent se sentir un peu, voilà, un peu oppressés. Et dans ces cas-là, peut-être changer son braquet et effectivement aller envoyer quelqu'un d'autre Au front. avec qui, au front, avec qui ça se passera plus naturellement. Toi, tes parents, Sarah, comment ils ont, ou ta maman du coup, c'est elle qui a essayé de venir te parler? Elle vient me parler, mais vu qu'elle sait que face à face, je n'arrive pas à parler et quand j'essaye de m'exprimer, j'arrive pas. En règle générale, elle m'envoie des messages et j'essaye de plus ou moins expliquer, etc. Mais elle vient vers moi quand même quand elle voit qu'il y a un trop gros changement, justement. D'accord. Et finalement, pour vous, la communication écrite, ça a été une manière de pas être en face à face, mais quand même de pouvoir partager. Oui, c'est ça, Ouais, totalement. ça, je trouve c'est hyper intéressant. Ça, je trouve ça intéressant et nous, on préconise beaucoup, justement, quand on parle aussi du changement dans les liens, dans notre manière de communiquer, de vivre ensemble, parents, ados, c'est aussi de privilégier, enfin, d'accepter que voilà, la relation va changer et de pourquoi pas encourager des moments de qualité un peu différents ou des moments un peu différents et un peu plus informels. Et moi, je parle beaucoup, effectivement, de temps plus, je sais pas, ça peut être au cours d'un trajet en voiture, une balade, une balade à pied ou autre, ou aller au cinéma ensemble, etc. Dans ces temps qui sont un peu moins oppressants, un peu moins ces face à face, Ouais. qui sont très oppressants, on se regarde dans les yeux, où là, franchement, déjà, enfin, même pour un adulte, ça peut être difficile, ça peut être embarrassant. Alors, les ados, c'est vraiment pas du tout un contexte favorable à la confession, à la communication. Alors qu'en fait, tout simplement, dans un trajet en voiture, en fait, rien que le fait de pas se regarder, tout simplement, de ne pas être dans le face-à-face, ça change tout. En fait, on regarde tous, comme quand on marche, on regarde dans la même direction et on ne se regarde pas en frontal. Et c'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus facile d'ouvrir le dialogue dans ce genre de contexte. Je comprends. Ouais. Je suis assez d'accord. Ouais. Donc, faut pas hésiter à effectivement chercher ces moments-là plutôt. Et alors, est-ce qu'en tant que parent, il faut chercher est-ce qu'il y a des choses pour éviter la crise d'adolescence ou est-ce qu'en fait, le sujet, c'est pas de l'éviter parce qu'en fait, elle va arriver? Est-ce qu'un parent peut anticiper quelque part cette crise d'adolescence? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour faire en sorte que ces bouleversements qui vont arriver soient le mieux vécus possible au sein de la famille? Éviter la crise d'adolescence, c'est peut-être effectivement peut-être un peu difficile parce que c'est quelque chose qui est naturel. Dans la plupart du temps, c'est naturel et que voilà, ça dépend pas forcément de nous en tant que parents. Après, il y a des bonnes pratiques effectivement de communication
qu'il faut dans le lien, comme on disait, de continuer à garder le lien, d'accepter que la mode de relation va changer, que les manières de profiter ensemble vont changer, et d'essayer de se mettre un peu à la page, au diapason avec son ado, voilà, d'essayer de partager des moments qui va lui plaire, voilà, comme on disait. Est-ce que c'est partager un temps s'il aime telle série, tel documentaire, tel cinéma, tel resto, telle balade, tel sport. Essayer de trouver des choses qui lui plaisent pour partager des moments avec lui comme ça un peu autrement. Donc là, c'est une manière de garder le lien, de garder la communication, de garder la confiance et donc voilà. Donc quoi qu'il arrive, le parent est là. Donc ça, c'est dans les moments quand même. Enfin, en tout cas, c'est des moyens, c'est des bons moyens pour garder le lien. Et après, il y a aussi tout simplement dans la manière de communiquer. De faire attention à l'adolescence, effectivement, de ne plus trop infantiliser les enfants dans notre manière de s'adresser à eux et d'être au maximum dans la collaboration, leur donner les responsabiliser, leur donner le choix. Par exemple, leur donner le choix, je ne sais pas, dans l'heure, par exemple, quand est-ce qu'ils veulent faire leurs devoirs. C'est eux qui vont choisir quand est-ce qu'ils vont faire leurs devoirs. Après, ils vont faire leurs devoirs. Ça, c'est un fait. Ça, ils n'ont pas forcément le choix. On ne leur laisse pas le choix, mais en revanche, on va leur laisser le choix de quand est-ce que tu veux faire tes devoirs. Est-ce que c'est plutôt vendredi soir ou samedi matin ou ce week-end, quand est-ce que tu as prévu de les faire. On leur laisse le choix et c'est à eux de réfléchir, de s'engager. Et du coup, en plus de ça, il y a quand même plus de chances du coup que les devoirs soient faits au bout du compte, si jamais c'est eux qui l'ont décidé. Donc voilà, c'est quand même, voilà, dans la communication, en tout cas, ne pas trop imposer, ne pas être trop en direct, ne pas essayer d'être trop agressif comme ça, et d'être plus en rondeur et plus dans réfléchir ensemble à une solution. Voilà, un dialogue un peu plus à tendance d'égal à égal, comme si on s'adressait à un adulte, à qui on donnait le choix, à qui on a confiance. Ouais. Ça. Et toi, Sarah, est-ce que tu as eu ce sentiment que quand tes parents t'ont ouvert la porte, si ça a été le cas bien sûr, sur un peu plus de liberté, c'est un message auquel tu as été sensible? Moi, je sais que bon, mes parents ils sont séparés, du coup, c'était 2 univers différents déjà. Mais quand je passais de chez mon père où je devais poser mon téléphone à 18h ou le week-end à 19h, à chez maman où justement, j'avais le droit de le garder, bah, chez papa, je faisais tout pour essayer de le garder, quitte à mentir ou à faire n'importe quoi. Alors que chez maman, du coup, bah, j'étais beaucoup moins sur mon téléphone et j'avais moins l'envie d'être sur mon téléphone. Et ça m'a un peu surprise moi-même. J'étais en mode: «Mais comment ça se fait? Pourquoi avant j'avais pas le droit et j'en avais besoin et là j'ai le droit mais plus tant que ça?» Donc il y a un peu un sujet Ouais. de si les barrières sont trop proches, en fait, ça t'énerve et tu veux les passer, Ouais, c'est ça. De Plus transgression. de transgression. plus on interdit, plus on a envie de le faire Bien et sûr. moins on interdit, moins on essaye de le faire. Et c'est un discours que tu as pu avoir avec ton papa, lui expliquer ça ou ou non? Non, je vais pas essayer. J'ai pas essayé parce que c'est pas aussi que son idée, c'est l'idée de ma belle-mère et Ouais. j'ai pas envie de confronter ma OK. belle-mère. D'accord. Et tu sens, toi, ça a été dur pour tes parents? Oui et non. Pour ma mère, oui. Pour mon père, bah, vu qu'il a pas subi beaucoup, non, à part le fait que du coup, j'étais moins proche de lui et cetera. Il l'a vu et il essayait de venir, de me proposer des petits trucs, que je vienne chez lui et cetera. Mais il a très bien vu qu'en règle générale, ça fonctionne pas comme ça. Et aujourd'hui, la relation avec ta maman, donc elle est un peu plus apaisée? Oui, ça va beaucoup mieux. Par exemple, avant de partir, là, j'étais avec ma maman, elle me parlait, elle voulait m'aider parce que justement j'ai changé d'orientation. Donc elle est beaucoup plus là pour moi et elle m'aide beaucoup plus qu'avant parce que maintenant, bah, j'arrive. J'y arrive un peu mieux et j'ai compris qu'elle n'était pas contre, Ouais. mais avec moi. Donc vous êtes un peu plus dans une relation d'égal à égal peut-être et moins, par rapport à ce que disait Anne-Claire sur, tu as moins le sentiment d'être infantilisée par ta maman? Est-ce que c'est un peu ça Oui, qui se passe? c'est ça, totalement. Elle OK. me laisse un peu plus de liberté, ça fait du bien, quoi. Je me sens moins en bébé, qui doit rester à la maison parce que, il est susceptible de tout. Là, je me sens, grande fille qui va bientôt, devoir voler de ses propres ailes, quoi. Exactement.
Mais alors Anne-Claire, Ouais. comment on accepte en tant que parent ce risque? Parce qu'effectivement, Ouais, plus de liberté, c'est toujours un Mm. peu anxiogène. C'est dur, mais en tout cas, c'est vrai que c'est ce que dit Sarah. Enfin, c'est-à-dire que c'est marrant, en fait. C'est vraiment tout simplement le fait d'avoir confiance en toi, le fait d'avoir confiance en son ado, mais ça demande un petit travail quand même. Que bah, du coup, il va être plus responsable, il va être plus digne de cette confiance, il va avoir lui-même plus confiance en soi, etc. Enfin, ce que tu dis, l'exemple du téléphone est assez quand même révélateur. Mais de toute façon, en tant que parent d'ado, il faut effectivement faire ce chemin de quand même de lâcher prise, même si c'est dur, parce que oui, il y a des risques. Oui, on sait qu'ils peuvent en plus, voilà, comme on disait, se mettre, être dans des situations à risque, etc. Mais on ne peut pas tout contrôler de toute façon. On ne peut pas tout contrôler. Euh, il faut leur faire confiance. euh, et plus on leur fera confiance quand même, plus ils auront eux-mêmes confiance en eux. Tout en, ça ne veut pas dire ne pas mettre de limites du tout. On doit mettre des limites en tant que parents, c'est notre rôle. Mais on doit aussi leur faire confiance, on doit aussi les laisser se tromper. Et c'est pas grave, enfin, au contraire, c'est très très bien et c'est fait partie de l'apprentissage. Mais c'est sûr que ça comporte des risques, mais en même temps, là, il faut accepter qu'on ne peut pas du tout tout contrôler. Enfin, ça vaut pour aussi, même pour les enfants plus jeunes. Voilà, et il faut, et je pense qu'il faut aussi, enfin, en tout cas dans cette notion de contrôle et de lâcher prise, il faut aussi apprendre à choisir ses combats. On peut pas tout contrôler. Il faut choisir aussi les postes de contrôle qui sont les plus ou moins importants pour nous, selon nos valeurs, selon nos critères, etc. Mais on ne peut pas être audible si jamais on reprend son enfant en permanence et sur son look, et sur ses notes, et sur ses fréquentations, et sur sa manière de manger, sa manière de se tenir. Enfin, Ouais. en fait, c'est inaudible au bout d'un moment. Même, il faut choisir ce qui est vraiment important, puis le reste, en étant peut-être un peu plus strict sur certaines choses, et après les laisser s'épanouir sur d'autres et faire des choses qui nous déplaisent. Et c'est pas grave. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Et si à un moment, il y a des choses, pour le coup, je pensais peut-être à de l'usage de drogue, des choses comme ça, qui, en tant que parents, nous sont vraiment enfin, la ligne rouge qu'on ne veut pas Et franchir. franchir. Donc, tu parlais tout à l'heure de faire accompagner l'ado. Voilà, mais si on sent qu'il y a quelque chose qui a vraiment dépassé une ligne rouge, c'est quoi le bon comportement en tant que parent? Ouais, bah, comme on disait, je pense que c'est un peu le même protocole, entre guillemets, c'est-à-dire commencer déjà par essayer de lui en parler. Avec un peu de choses, il sera ouvert à la discussion, on pourra en parler et on pourra essayer de trouver ensemble une solution, comme on disait aussi, essayer de trouver ensemble une solution, genre là c'est un problème, là tu as dépassé une ligne rouge, là ce comportement voilà, il est à risque, c'est très mauvais pour ta santé, comment est-ce qu'on fait? Essayer de trouver ensemble une solution. Et après, voilà, si la conversation est braquée, essayer de demander à quelqu'un de voilà, envoyer quelqu'un au front. Et en tout cas, pas lâcher. Et quand il y a vraiment quelque chose d'inquiétant de cet ordre-là, en tout cas, il faut, si c'est un comportement qui est récurrent, je ne parle pas encore une fois, je ne parle pas une fois, Ouais. un soupçon, une fois d'avoir essayé d'user de drogue illicite. Mais si on pense que c'est vraiment un comportement qui est inquiétant et qui est répété, il faut le faire accompagner et il ne faut pas lâcher. D'accord. Et alors, que faire si le dialogue est rompu pour le coup? Ça arrive, effectivement. Je ne sais pas toi, Sarah, si ça t'est arrivé d'ailleurs d'avoir vraiment le dialogue rompu. Ça arrive aussi, parfois, il faut accepter parfois qu'il y a des périodes où on ne parle pas trop et c'est pas forcément très grave et c'est pas irréversible aussi. Il faut pas forcément s'en faire une montagne. Cela étant dit, il faut pas que ça s'installe non plus trop. Donc, il faut essayer de trouver un moyen quand même de contourner cette chose-là. Justement, bah, ça peut être par essayer de trouver un moyen de recommuniquer autrement ou de repasser du temps autrement, comme on disait. Donc, ça va pas forcément passer par la parole. Ça peut être par une activité qu'on va faire, voilà, aller visiter quelque chose ou faire un sport, ou voilà, essayer de quand même renouer autrement, en groupe, avec des copains, avec une sortie en famille. Enfin voilà, essayer de trouver un moyen, donc, quand on connaît son enfant, qui va quand même petit à petit le ramener un tout petit peu, le rapprocher de nous un peu, et pour pouvoir, voilà, petit à petit, pas à pas, reprendre le contact. D'accord. Mm. Sarah, est-ce que l'usage de l'argent, ça a été un sujet de tension pour toi avec tes parents? Avec mon père, un peu. C'était un peu compliqué d'avoir de l'argent parce qu'il avait un peu moins confiance, alors qu'avec ma mère, j'ai de l'argent tous les mois. Elle vérifie quand même ce que je fais avec, mais elle me laisse 50 € tous les mois et je peux l'utiliser pour aller faire des sorties, prendre des trucs à manger, etc. Mais tant que c'est pas dans l'excès et que je n'ai pas le besoin de lui redemander, bah tout se passe bien et ça m'aide beaucoup. D'accord, donc il y a quand même cette notion de donner de la liberté avec du contrôle. Oui. Et c'est quelque chose que tu acceptes du coup? Oui, moi j'accepte parce que déjà, avec mon père justement, j'avais pas eu d'argent de poche, donc c'était compliqué, on va dire. Dès que je voulais faire un truc, fallait que je lui demande, puis c'est soit il a pas. C'était compliqué, alors qu'avec ma mère,
Elle m'a dit: «Bon, OK, je sais que tu pas eu d'argent de poche avant, donc maintenant, je te donne ça. Tu utilises ça, mais je ne veux pas que tu reviennes vers moi pour, en redemander parce que tu dois contrôler ce que tu achètes». C'est ça être grand. Ouais, donc toujours cette relation d'égal à égal, de plus te parler comme une enfant en fait. Oui. Ok. Anne-Claire, est-ce que toi tu vois dans les consultations que tu peux faire le sujet de l'argent venir un petit peu comme un élément de tension au sein des familles ou pas? Pas tellement, je veux dire. Non, pas tellement. On n'a pas tellement ce sujet en- Non, on n'a pas tellement ce sujet en priorité. On n'a pas tellement ce sujet qui nous vient. J'ai l'impression que c'est... Et pourtant, oui, on accompagne franchement des familles de toute catégorie, en tout cas socio-professionnelle, tout niveau, tout milieu. Mais le sujet de l'argent n'est pas tellement un sujet. Je pense qu'il y a malheureusement trop d'autres sujets qui prennent le dessus de toute façon. Et c'est ça qui vient en un. C'est Ouais. ça qui est rapporté en un, quoi. Est-ce qu'il y a toutes les deux des questions, des thèmes que j'ai pas abordés, que vous auriez aimé que je pose des choses que tu avais envie de dire, Sarah, sur lesquelles j'ai peut-être pas creusé? Non, moi, je vois pas là. Je réfléchis un peu, Ok. puis je reviens. Anne-Claire, est-ce Non, qu'il y a des conseils, des choses qu'on n'a pas abordées qui te Non, paraissent je trouve intéressantes? on a dit les signaux, on a parlé de la crise ado, on a parlé de... Enfin, on a mis un peu l'accent, je trouve, sur la confiance, c'est Ouais. bien. Moi, j'aime bien l'angle, en tout cas, je trouve qu'il est Ouais. intéressant. Ouais, Oui. je trouve aussi. Carrément. Alors, on a une question de la communauté. Une maman qui dit: Bonjour, j'ai 2 filles de 14 et 16 ans. Mon Dieu, que c'est difficile. Pourquoi certains ados envoient balader leurs parents, leur parlent mal, surréagissent pour tout, quand d'autres sont hyper cool, joyeux et dans l'échange? C'est quoi la différence? Ne me parlez pas d'éducation, car jusqu'à présent, tout le monde en vient aux filles qui étaient polies, bonnes élèves, respectueuses, marrantes, bien élevées, zéro caprice. Elles me font vivre une adolescence franchement costaud. Ça me rend triste d'avoir perdu ma complicité avec elles. Quasi du jour au lendemain, sans comprendre et sans signe. Bref, dépité. Oui. Est-ce que ça te parle? J'imagine que Oui. c'est des cas que tu dois voir. Ça finit souvent par je ne sais plus quoi faire. D'où notre livre chez I Am Strong. Je ne sais plus quoi faire avec mon ado. Oui, énormément. Et ouais, énormément de parents un peu choqués par ce qui se passe aussi. Pareil, enfin, je disais tout à l'heure que les ados devraient se renseigner sur ce qui se passe, mais les parents aussi, tout simplement, se renseigner sur ce qui se passe. Enfin, et aussi que c'est normal. C'est ça aussi, peut-être qu'on n'est pas assez préparé, ou peut-être que c'est comme pour toutes les étapes de la vie, en tout cas dans la parentalité, de la naissance d'un enfant voilà, toutes les étapes on n'est peut-être pas assez préparé, ou alors en fait on refuse de se préparer jusqu'au moment où on est dedans, peut-être. Mais c'est aussi normal. C'est aussi normal, et c'est aussi pas forcément notre faute en tant que parents, hein, c'est ce que dit la maman. C'est un ensemble de facteurs. Il y a aussi le caractère des enfants. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant est plus ceci ou plus ça, même plus jeune? On a des enfants qui sont plus ou moins faciles, et des enfants qui sont... Et il y a des ados qui vont faire des crises et des ados qui vont pas faire de crises, et c'est pas forcément du... Enfin voilà, le parent a un rôle, évidemment, un rôle à jouer, une carte à jouer, mais n'est pas forcément responsable de ce qui se passe. Et encore une fois, en tout cas, rassurer les parents. Je trouve que ça, c'est important. Rassurer aussi les parents, déculpabiliser les parents de ce qui se passe. Ils font de leur mieux. S'ils sont là, s'ils écoutent cet épisode, c'est qu'ils ont aussi envie de faire de leur mieux. Et les enfants ont énormément de chance d'avoir des parents comme ça aussi. Et voilà. Et rassurer les parents sur le fait qu'ils ne sont pas seuls, et qu'on a énormément de parents qui ont un peu l'impression de vivre des choses un peu particulières, un peu intenses, un peu inquiétantes, etc. Alors qu'en fait aussi, ils vivent des choses tout à fait normales, et que ça va passer. Donc tu es Voilà. confiante pour cette maman, ça devrait aller mieux, c'est une mauvaise période à passer, elle n'est pas responsable. Et qu'elle continue à faire de son mieux quand même, et à essayer enfin, ça veut pas dire que ça se fasse faire tout seul aussi, hein. Je dis pas, hein, il y a des choses à faire, il y a des choses à faire pour essayer de renouer le lien avec ses filles, pour retrouver cette complicité perdue. Il y a plein de choses à faire, il y aura sûrement plein d'angles, j'imagine, pour les réapprocher. Mais c'est peut-être une période, et c'est peut-être qu'avec une, ça va mieux passer, et puis petit à petit. En tout cas, c'est pas une fatalité non plus. Et c'est pas extraordinaire. Et c'est marrant, là, ce sont 2 filles. Vous êtes 2 sœurs, Sarah. Oui. Est-ce que il y a, tu penses, un effet d'entraînement entre sœurs, de se dire: «Bon allez, il y en a une qui a fait sa crise, l'autre va y aller»? Oui, moi, je sais que ma sœur, elle commençait à beaucoup parler mal et j'ai essayé de faire la même parce que je trouvais qu'il y avait pas assez d'attention sur moi, donc j'étais un peu en mode: «Bon, bah, moi aussi, je suis là, je veux faire un petit peu l'intéressante, je sais pas comment on veut faire, vu que vous êtes beaucoup concentrés quand ma sœur fait ça, bah, je vais faire ça aussi, comme ça, peut-être qu'on me verra un peu plus quand même».
Ok, c'est marrant. Ouais. C'est quelque chose que tu vois, Anne-Claire, aussi? Ouais, en tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est ce que dit Sarah, mais c'est une évidence. De toute façon, il faut prendre en compte la globalité de l'enfant aussi dans sa fratrie, la place dans sa fratrie, effectivement, qu'est-ce qu'il a comme frère, comme sœur, quelle est la place que prennent les autres frères et sœurs, ça c'est hyper important. Et ça m'étonne pas du tout, ça m'étonne pas du tout ce que dit Sarah. Enfin, c'est-à-dire que parfois, il y a plein de... Enfin, on s'inscrit aussi, on réagit aussi en réaction enfin, on est en réaction aussi à ses frères et sœurs. Et c'est l'école, la vie et la fratrie est une jungle. Enfin, il faut arriver à faire son trou, à faire ses marques, et à prendre sa place, son attention, etc. Donc, par tous les moyens. Est-ce que tu vois plus de crises d'ado ou moins selon la place qu'on a dans la fratrie? Est-ce que c'est un truc d'aîné, de plus jeune, où il n'y a pas vraiment de schéma type? C'est quand même peut-être un peu moins le truc de l'aîné. Là, mais voilà, ça c'est un contre-exemple. Enfin, Sarah est un contre-exemple, puisque sa grande sœur en a fait une belle. Mais il y a le cliché de l'aîné qui existe, effectivement, de l'aîné un peu qui a un peu une pression d'être un modèle, d'être un peu exemplaire, etc. Il y a ce cliché-là. Mais sinon, ils en font tous, effectivement. Mais c'est intéressant. Moi, ça me fait penser là, justement à une jeune que j'accompagnais, qui était en phobie scolaire, qui, franchement, elles étaient 2 filles aussi, 2 sœurs, elles n'allaient pas bien du tout. Et elle avait beaucoup de mal avec sa petite sœur. Et en fait, de ce qu'on comprenait aussi, c'est que cette petite sœur, sa petite sœur, elle était cœliaque et elle avait énormément d'autres allergies, toutes sortes d'allergies. Donc en fait, elle avait été vraiment le centre d'attention de ses parents depuis la naissance. Et elle cristallisait comme ça énormément l'attention de ses parents, l'inquiétude de ses parents depuis qu'elle était née. Et je pense que sa grande sœur, mais non, pouvait plus, on avait vraiment ras-le-bol de sa petite sœur. Et du coup, effectivement, là, s'exprimer aujourd'hui, ça n'allait pas du tout. Mais on sentait que, voilà, en tout cas, c'était vraiment aussi en réaction à ça. Et cette petite sœur qui avait pris trop de place. Et donc, elle, c'était aussi à son tour de chercher l'amour, l'attention de ses parents. D'accord, donc c'est aussi une façon d'attirer l'attention. Oui, complètement. Okay. Intéressant. Bon, en tout cas, un grand merci. Je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, ce que je retiens quand même des échanges qu'on a eus, c'est ne pas rompre le dialogue avec son enfant. Savoir qu'en tant que parent, c'est normal, ça arrive, ça peut ne pas arriver, mais ça arrive quand même globalement. Ça va passer. Trouver des moments un peu pas de face à face pour pouvoir recréer le lien sur des choses qui vont intéresser l'enfant et sur lesquelles on va pouvoir peut-être de façon détournée aborder des sujets importants. Et puis ne pas hésiter à se faire accompagner, déjà regarder des forums pour se dire qu'on n'est pas tout seul. Et avoir des tiers qui peuvent aussi approcher l'enfant si on sent que nous, on a du mal à garder ce lien avec l'enfant et à aborder les sujets. Mais je trouve ça très chouette de se dire qu'il faut maintenir de l'écoute et qu'il y a plein d'enfants qui sont disposés à écouter et à discuter. Oui. On n'est pas dans le cliché de l'ado qui se renferme et qui ne veut pas du tout parler. Sarah, t'en es le bon exemple. Et je trouve ça très encourageant. Alors moi qui suis maman de trois ados, ça me donne plein de clés et plein de confiance dans le fait qu'en fait, ça va se gérer. Ça sera peut-être pas toujours facile, mais ça va se gérer. Exactement. Et j'ajouterais, pour finir, effectivement, le faire confiance pour qu'ils aient confiance. Mais vraiment, c'est-à-dire que je trouve qu'on le voit vraiment, mais on le ressent vraiment à l'école, c'est comme ça. C'est-à-dire que si un prof nous regarde l'enfant avec un regard de confiance, il aura confiance en lui. Mais c'est systématique. Enfin, c'est très, très, c'est presque aussi simple que ça parfois. Si un parent nous regarde avec de la confiance, il aura confiance en lui. C'est un peu faire cet effort-là aussi qui est hyper important. Génial. Donc, on a un vrai rôle à jouer. Est-ce que Tara, tu as un petit mot de la fin, quelque chose que tu veux ajouter? Moi, je veux juste dire aux parents bon courage et que ça passera. C'est sympa. Voilà, ça passera. Ça, positif. Exactement. Non, mais restons positives. Un grand merci à toutes les deux pour votre temps. Merci. Super d'avoir cet échange avec vous deux. Super. Et à la prochaine pour le prochain épisode de Family Talks. Ce podcast vous a été présenté par Pixpay, la carte de paiement numéro 1 des ados, copilotée par les parents.